Non, non, on n'avait pas encore parlé. Quoique j'ai déjà parlé de toi. Je pense que vu que tu venais, tu devais beaucoup de... Stressé par la série. Donc, Emily, Boom et donc, les auteurs, comme hier j'étais sur une table ronde, j'ai dit 2 fois d'ailleurs, une fois j'étais sur une table ronde au Genève, et à un moment je leur ai dit qu'aujourd'hui il y a, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, aujourd'hui on a, je ne sais pas s'il y a des amateurs de football ici, on a, vous savez, l'équipe de Barcelone a ce qu'on appelle la MSN. C'est les meilleurs joueurs, sont les 3 meilleurs joueurs aujourd'hui considérés les 3 meilleurs joueurs du monde, Messi, Suarez et Neymar. Et puis nous en littérature africaine, dans la jeune génération, je ne voudrais pas frustrer les plus anciens, parce qu'en plus j'avais ma banco en face de moi quand je disais ça et je n'ai pas cité son nom, donc j'ai bien prévenu que je parlais de la jeune génération. Et nous on a une Messi, donc, qui est la tête de pont de notre littérature africaine aujourd'hui, pour moi. C'est totalement subjectif. Et c'est Emily, qui honnêtement en 2 livres pour moi, je l'ai mis, en plus je rigolais pas quand je l'ai mis sur mon Facebook, quand je finis de lire ce livre, j'avais la larme aux yeux. J'avais les larmes aux yeux parce que c'était tout simplement trop bien. C'était trop bien. Ouais. Donc, ça c'est la minute, on caresse dans le sens du poil. Oui, d'accord. Parlons, mais non, passons. Voilà. Non, passons au livre. Donc, je vais pitcher rapidement, puis après on va échanger là-dessus. Très bien. Je pense que ce soit plus toi qui en parle que moi. On peut discuter aussi. Donc, le principe de ce livre, c'est une fiction, on dirait une fiction autour de faits historiques, un peu comme le Kanyalem dont j'ai parlé tout à l'heure. Emily parle de l'histoire des maquisards, qui malheureusement, sûrement en France, il ne doit pas avoir grand monde qui connaît l'histoire des maquisards, parce qu'en France, on n'a toujours pas réussi à assumer le fait qu'il y ait quelques zones d'ombre dans son histoire. Les maquisards, c'est donc la période de l'indépendance de beaucoup de pays africains. Au Cameroun, il y a eu le parti, l'UPC, qui, donc, dans ses tractations pour les différentes indépendances, qui traitait donc avec ce qui allait devenir l'ancienne colonie. Et l'UPC, c'était le Parti des travailleurs, qui était, et qui prétendait évidemment à la libération totale, à la décolonisation. Et à un moment, l'UPC a basculé dans la clandestinité, parce que tous les membres de l'UPC ont été chassés, emprisonnés, assassinés. Et ils ont basculé dans la clandestinité, et ils ont pris le maquis. Et donc cette histoire des maquisards là au Cameroun, c'est une histoire très importante, parce que c'était vraiment des gens il y a eu vraiment des luttes d'indépendance, on dirait, il y a eu d'énormes massacres, qui au Cameroun, elle en dira mieux que moi, c'est une histoire qui pendant très longtemps a été vraiment mise sous les témoins, même au Cameroun. Je sais pas pour rien que... En France on n'en parle pas, mais au Cameroun c'était encore pire, hein, tu nous en parleras. Donc Emily reprend cette histoire des maquisards et injecte une dose de fiction pour pouvoir nous raconter la réalité de ces maquisards-là, pour pouvoir nous rappeler les faits historiques. Tu me corrigeras tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que ce roman, c'est un roman foisonnant de personnages. Quoique, il y en a 4-5 clés, qui sont des personnages clés. J'ai fait, il est où mon PC, j'ai fait une espèce d'arbre. J'ai fait une espèce de logigramme pour faire les liens entre les différents protagonistes, parce que c'est très compliqué. Et l'offre déjà. Pardon? C'est offert dans le bouquin juste avant. Oui, mais je suis rebossée. T'as pas vu qu'il y a pas mal de régie? Il y avait la lampe à l'œil. Non, j'ai pas vu. Ça avait une autre émission aussi. Non, mais parce que comme j'étais en train de le relire pour le préparer, je me suis dit il faut absolument que je me remémore les personnages. Et j'ai pas pensé à regarder. Et donc je me rappelais du truc et puis je faisais mon logigramme.
D'accord, bon. C'est pas fait ça, c'est pas... Voilà, vous prendrez, il y a une espèce de logigramme. Et, mais en fait, de toutes les façons, même quand je l'ai lu, je n'ai pas fait attention au logigramme. Et peut-être que c'est plutôt bien de le regarder avant, parce que au départ, c'est vrai qu'on peut être un peu surpris et un peu impressionné par le nombre de noms qui sont balancés comme ça. C'est pas inutile, ça sert. Ça sert. Honnêtement, moi, au départ, c'est un peu déroutant, parce qu'on met beaucoup de noms, il y a beaucoup de personnages qui arrivent. Dès le départ, en fait, elle met tous ces personnages. Et après, petit à petit, elle tricote autour de ces personnages-là leurs différentes vies, leurs différentes destinées. Et ce qui est très fort dans ce livre, donc, tous ces personnages, 5 personnages clés, en fait, sont des personnages qui gravitent autour de celui qui est le leader de ces maquisards-là, qui était Omiobe, qu'on appelait le podol, donc le guide. Et donc c'est cette figure-là du maquisard qui, au lieu qu'elle parle de lui, en fait elle parle des personnes, des 5 personnes, donc tu nous diras pourquoi Omiobe, en fait, il est là en permanence dans tout le livre, mais sans être un personnage qui... Elle ne le fait pas parler. Elle fait parler de tous ceux qui sont autour de lui, et lui il est là présent en permanence, mais il n'y a pas un moment où on raconte sa vie, où on le fait parler. Et donc c'est sur la forme, ouais, il y a des moments où il parle, il y a quelques petits moments où il parle. Mais il n'est pas les personnages centraux qui parlent, c'est plus les autres qui parlent de lui. On apprend à le connaître via les autres. Donc les 5 personnages qui sont autour ont entre eux différents liens de parenté ou d'amitié. Et en fait, elle bâtit tout son roman sur ces différents liens qui existent, de parenté, d'amitié, et parfois sur 2 générations avant. Ce qui est très fort dans ce que et dans l'écriture, elle est très belle, et honnêtement, pour ça, enfin, je sais pas, j'ai rien à dire sur l'écriture, elle est très très bien, elle est très fluide. Et ce qui est très bien dans la construction de Emily, c'est que les personnages ne sont jamais là par hasard. Donc quand elle vous met un personnage, elle creuse. Elle va chercher le personnage, on dit pourquoi il est là, elle va aller raconter le pourquoi du comment du personnage, il ne se retrouve pas là par hasard. Donc à chaque fois qu'on vous met quelqu'un, à chaque fois qu'on vous met un personnage, on le suit. À chaque fois qu'on vous met un personnage, on le suit. Et ça fait une espèce de mosaïque, donc c'est pas pour rien que c'est quand même un petit pavé, hein. Ça fait une espèce de mosaïque, mais on se rend compte qu'en fait rien n'est là par hasard. Et ces différents personnages-là amènent des histoires différentes. Et il y a tellement de choses que c'est pas possible de commencer à pitcher ce livre. Et je lui ai dit que d'habitude, évidemment, je lis un livre, moi j'aime bien écrire une chronique et raconter. Et là, j'arrive pas à trouver l'angle sur le raconter parce qu'il y a tellement de choses au-delà de l'histoire des maquisards, mais sur les différentes relations entre ces personnages, que c'est tout simplement magnifiquement fait. Au-delà de ça, et je vais faire parler Emily, on parlera aussi de la place, pas simplement la place des femmes, non, c'est la stature des femmes. C'est la stature des femmes. Les femmes ont non pas seulement une position centrale, mais elles ont une densité, elles ont une stature qui est super. Elles ont leurs failles évidemment, elles ont leurs faiblesses, hein, elles sont pas toutes, c'est pas des blanches collandes, hein, c'est pas des blanches collandes, mais elles ont toutes une densité. Juste pour vous, une petite anecdote que j'adore dans ce livre, un petit passage de Jeannette, la dame, son mari, donc marié, qui a 2 enfants je crois, son mari est affecté dans un autre coin du Cameroun, dans un autre village, il est censé faire venir sa femme, et au final, un peu par paresse, il ne fait pas venir sa femme, donc sa femme reste dans son village. Là où il va de l'autre côté, parce que ça ne se fait pas qu'un homme soit célibataire, il se trouve une autre femme. Et madame qui est restée au village se dit, ah oui, donc toi tu t'en vas et tu trouves quelqu'un d'autre. Elle rencontre un infirmier, elle prend ses gosses, elle va vivre chez l'infirmier. La famille vient la voir, c'est un scandale, vous êtes mariés. Elle dit non, pourquoi vous vous séparez de votre mari? Elle dit non, je ne me sépare pas de mon mari. On a fait une pause. Lui, il est parti. Ben, moi aussi, je fais la pause. Dit, mon mari ne m'a pas répudié. Nous sommes toujours mariés, mais comme c'est une espèce de pause, ben, moi aussi, je fais la pause. Et au bout d'un moment, quand le mari revient au village, il envoie simplement un mot en disant, bon, viens te chercher samedi prochain, prépare tes affaires, je vais te chercher samedi prochain.
le pauvre infirmier qui voit débarquer le mari un jour qui frappe, mais de manière très civilisée, hein, il rentre, bonjour monsieur, il rentre, il dit bon voilà, il lui dit bon écoute, samedi prochain je vais prendre ta famille, je viens te chercher. Et puis l'infirmier il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit bon maintenant le propriétaire du fruit est revenu, je vais prendre ma femme. Et elle veut râler, mais pour qui tu me prends? Il dit samedi prochain, je viens te chercher. Et donc au bout de 2 ans, le type il revient, il reprend sa femme et il ramène chez lui. C'est vraiment, et la liberté de la femme qui se dit, bah non, il n'y a pas de raison que toi tu ailles faire le beau, ben moi aussi. Et puis là, le pragmatisme du monsieur qui dit, mais ok, pas de souci. Voilà. Et puis quand il revient dans son village, il repart, il dit, ça sert à rien de faire des éclats. Il dit, bon, allez, viens, je reprends ma femme, et ils continuent leur vie comme de rien n'était. Donc j'ai adoré cette partie-là. Parenthèse, vous découvrirez encore plein de choses de ce genre-là. Emily, parle-nous déjà plus de l'aspect historique des maquisards pour nous resituer peut-être le contexte. Je vais aller brièvement, je vais parler grossir un peu. Oui, c'est ça, l'aspect historique. Ce qui se passe, c'est que le Cameroun va être une colonie allemande jusqu'au milieu de la Première Guerre mondiale. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est obligée de quitter ses colonies. Le Cameroun va rentrer dans l'escarcelle de ce qui était la SDN à l'époque, la Société des Nations, qui devient plus tard l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Et elle deviendra donc un territoire sous tutelle. Elle ne sera plus une colonie, elle deviendra un territoire sous tutelle. Ce territoire-là sera confié à la France pour 80% et à l'Angleterre pour 20%. Les 20% de l'Angleterre étant proches du Nigeria voisin, parce que l'Angleterre le Nigeria était déjà une colonie anglaise. Donc la France hérite de la tutelle d'une grande part du Cameroun, de 82% du territoire. En 1940, dans les années 40, il y a donc la France libre de De Gaulle et la France occupée. La France libre aura sa capitale à Brazzaville. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le congrès de Brazzaville, pendant lequel Charles de Gaulle va annuler l'indigénat. Il va interdire l'indigénat qui avait cours jusque-là, en disant donc au peuple colonisé, c'est un premier pas vers la liberté. On annule l'indigénat. Aujourd'hui, quand vous travaillez, vous êtes payé, etc. Vous avez le droit de créer des partis politiques, ça se passe en 1944. Vous avez le droit de créer des partis politiques, vous avez le droit de créer des syndicats, et donc de défendre vos intérêts en quelque sorte. Et à la fin de la guerre, compte tenu de votre implication dans cette lutte pour la liberté, évidemment, la France s'apportera l'indépendance à laquelle vous avez droit. Les organisations vont donc se créer dans divers pays. Le Cameroun va se constituer également, constituer une force politique qui va effectivement voir le jour. L'UPC, l'Union des populations du Cameroun, va effectivement voir le jour en 1948. À la fin de la guerre, l'indépendance n'arrivera pas. Au contraire, des guerres de libération se déclencheront de part et d'autre, en Indochine, en Algérie, etc. Et le ton va se durcir. De sous tutelle, la France, son projet pour le Cameroun, c'est de l'arrimer aux colonies, en fait, d'en faire l'AFC, l'Afrique équatoriale française, c'est l'Afrique équatoriale française comprenant le Congo, le Gabon, etc. La France a l'intention d'arrimer le Cameroun à ses colonies, pas d'aller dans le sens de la liberté, mais plutôt dans le sens de plus de contraintes, en fait. Et le parti UPC va donc voir le jour au Cameroun. Il va être constitué de diverses forces, locales. L'une d'elles, qui est considérée comme architecte de ce mouvement, s'appelle Rebel Onyobé. Et moi, mon histoire parle de 1948 et va s'achever en 1999. Mais voilà, la vraie histoire, le combat s'achève en 1959 en 1956 lorsque Onyobé est assassiné dans la forêt bassin. Voilà, en gros, tel est le contexte. Après, je choisis de raconter l'histoire par l'intime. C'est-à-dire que je choisis de raconter l'histoire des hommes et des femmes qui se sont engagés dans ce combat
en ayant une méconnaissance totale, ils n'avaient aucune. C'est assez difficile de le comprendre aujourd'hui, mais ces personnes, c'est des ruraux. La totalité de l'action se passe en milieu rural. Et ces personnes n'avaient absolument aucune idée de la manière dont fonctionnait le monde. C'est-à-dire qu'un jour, ils ont vu des gens débarquer. On leur a dit, vous êtes une colonie allemande, il y avait des travaux forcés, les gens sont morts comme des mouches en faisant les chemins de fer, les routes, etc. Tout ça, un bouleversement énorme qui est arrivé du jour au lendemain. Puis les Allemands sont partis, ils sont allés se battre, certains d'entre eux se sont battus pour la guerre 14-19, ils sont revenus, ensuite ça a été la colonisation française. Voilà. Et le traité de Versailles, les accords, la SDN, la mise sous tutelle, tout ça, il y avait des intellectuels évidemment, mais j'ai choisi d'axer mon action sur des personnes qui n'avaient pas, qui ne savaient pas, ils n'avaient pas la moindre idée de comment fonctionnait le monde. Donc, il fallait les convaincre de la nécessité de ce combat, et ils en ont été convaincus suffisamment, en tout cas, pour s'engager là-dedans, pour risquer leur vie, et ils ont été tués. En fait, l'intérêt de ça, c'est de pas seulement raconter justement de manière historique cette histoire-là, mais quel est le degré de réalité dans les personnages? Est-ce que ce sont des personnages totalement fictifs ou il y en a qui ont un personnage qui existe, c'est Rodolphe, c'est Ruben Rebet. Ce personnage-là existe, alors je le fais parler de deux manières. Lorsque c'est un discours officiel, oui, voilà, que j'ai retrouvé dans des archives, je reprends le discours officiel, peut-être pas mentalement, mais en tout cas je garde l'esprit. Lorsque je le fais intervenir en privé, alors je garde toute ma liberté de romancière pour lui faire dire ce qu'il faut dire dans ce contexte-là. Donc il y a le personnage de Robin Lemay qui est un personnage réel. Il y a le personnage du colonel qui mène l'interrogatoire à un moment du livre. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Le lieutenant-colonel Lambert, il est réel. Il a effectivement existé, ce lieutenant-colonel. J'ai changé le nom, les contextes, etc. Ce n'était pas tout à fait dans cette région, mais il est réel. Et puis le personnage de Pierre de Galles, qui est aussi un personnage réel. Oui, qui a vraiment existé dans cette contrée et qui a semé la terreur. Pierre de Galles, c'est un personnage particulier parce que donc on ne peut pas parler de Pierre de Galles sans parler de Gérard. Pierre de Galles, c'est un rustre, un personnage très frustre, la caricature même du colonisateur qui considère qu'il a tous les droits, qu'il est chez lui, qui, les petites bonnes, quand on lui ramène les petites filles de 13-14 ans qui viennent chez lui, les viole, il passe le temps, et donc il est connu comme ça, il terrorise tout le monde parce que c'est quelqu'un d'une brutalité extrême, et qui a un fils qui est tout le contraire de lui, parce que sa femme a fini par se barrer. Elle est morte, sa femme. Sa femme est morte, sa femme est morte, la mère de Gérard. Et Gérard, c'est un enfant qui s'est lié d'amitié avec un des personnages, donc Moulet. Et c'est quelqu'un, lui, qui est dans le peuple. Autant le père, c'est une espèce de rustre intégral et qui gère, qui administre un peu son territoire en roi, autant le fils Gérard, lui, il est dans le peuple, il parle pas ça, il est avec les gens. En fait, le personnage de Pierre de Galles, c'est le colon tel qu'on l'imagine dans ses pères cauchemars. Et ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit de ce personnage, certaines personnes m'ont fait la remarque que de tous les personnages, c'est celui qui est le moins nuancé. Parce que vraiment, voilà, il frise la caricature. Mais d'un autre côté, la réalité de ces personnages-là est encore en deçà de ce que j'ai écrit. Et c'était important de vraiment de le décrire dans toute sa violence. Oui, dans toute sa violence, dans la violence qu'il se fait à lui-même, parce que c'est quelqu'un qui se fait du mal, dans la violence qu'il fait aux autres et dans la violence qu'il répand à sa propre famille. La seule chose que je dis pour ma défense par rapport à ce personnage, que la seule manière que j'ai vue pour le ramener vers une certaine humanité, c'était de le faire sombrer dans la folie. Il n'y avait rien d'autre à faire pour ce personnage-là. Mais des Pierre de Galles ont existé pendant cette période, évidemment. Et Pierre Le Gall, l'intérêt de ça, c'est que on est sur le thème du mysticisme aujourd'hui. Et le mysticisme est rentré dans ce livre-là via cette histoire de Pierre Le Gall, parce que Pierre Le Gall, donc, à un moment, viole Jeannette Bondodier,
qui fait un enfant qui est Esta, qui est un personnage magnifique. Le personnage de Esta est sublime. Ce personnage de Esta, donc évidemment toute la communauté sait, même si son père, tu lui donnes le nom, reprend l'enfant, et tout le monde sait qu'elle est un enfant du viol. Et c'est un personnage chez qui on détecte une espèce de spiritualité, et elle fait partie, tu nous raconteras ça, une espèce de clan de femmes. Elle est initiée dans une espèce de clan de femmes. C'est-à-dire que quand je commençais à écrire les maquisards, j'avais déjà en tête l'espèce de Jay qui va se passer entre Pierre Le Gall et Esta. Ça fait partie des scènes que j'avais déjà en tête, mais maintenant il fallait la mettre en contexte. Esta qui est l'enfant du viol. Voilà. Et je recherchais dans un personnage de femme qui soit fort et puissant. Pas simplement puissant dans la sphère intime, parce que bon, là on s'attend effectivement à ce que les femmes africaines soient puissantes dans la sphère intime, mais il est aussi question d'un personnage qui était fort dans la société, dans la sphère économique. Non, même pas. La sphère économique aussi, c'est une grande évidence. Les femmes de cette époque-là, évidemment, la question économique ne s'est pas posée pour les femmes en Europe comme elle s'est posée pour les femmes en Afrique. Il est évident que, voilà, économiquement, elles ont leur liberté, en fait. Voilà. Et donc, il fallait qu'ils soient libres socialement et politiquement. C'est ça qu'il me fallait. Un personnage de femme qui soit libre socialement et politiquement. Et en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'il y avait une communauté de femmes qui, chez les Bassards, ça s'appelait le corps. Le corps, c'est une communauté de femmes, en fait. C'est un pouvoir qui est... le corps, ça veut dire, en passant, ça veut dire escargot. Et c'est aussi une métaphore pour dire clitoris. Ça veut dire que c'est un pouvoir qui est attribué aux femmes dans c'est un essentialisme. C'est parce qu'elles sont femmes, d'abord, qu'elles ont ce pouvoir. Et c'est un pouvoir auquel les hommes n'ont pas accès. Donc, il y a le pouvoir des patriarches, le Lombok, donc ils sont juges, soldats, ce qu'on veut, et il y a le pouvoir des femmes, un pouvoir intrinsèque aux femmes. Et ces deux sphères gèrent ensemble la communauté. Ils ne font rien ensemble. Ils ne font rien, comment dire? Non, ils gèrent la communauté ensemble, mais leur pouvoir n'est pas lié. Voilà. Il n'y a pas de hiérarchie entre... Non, chacun a sa propre sphère, chacun intervient dans sa sphère. L'un n'intervient pas dans la sphère de l'autre, et l'un ne peut pas démettre une décision qui aurait été prise par l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça va se gérer. Je parlais tout à l'heure de communauté et de la manière dont elles sont organisées, de manière à intégrer toutes les individualités pour que la communauté survive. Dans une forêt, la communauté fait lien, la communauté fait sens, et la communauté sauve. L'individu ne peut pas exister tout seul. Donc il faut que ça survive, et pour cela, elles sont extrêmement pragmatiques. Il faut que les choses fonctionnent. Et pour que les choses fonctionnent, évidemment, toutes les pièces doivent s'impliquer. Et donc, ça, c'était le rôle de cet ordre de femmes. Et ce rôle, il y a aussi une spiritualité derrière. Il y a un lien aux choses, il y a une manière de penser, ce qu'on va appeler la sorcellerie aujourd'hui, dans la connotation négative. À l'époque, c'est un pouvoir. Exactement. Voilà. Très respecté, c'est un pouvoir très sur les gens, sur les choses, sur les ancêtres, une manière de voir le monde, de soigner la maladie. Voilà, c'est ça. Et Esta, c'est une prêtresse. On a détecté chez elle une très forte. Dès petite, parce que ça se détecte, dans la communauté, il y a des femmes du corps. Quand une petite fille se comporte d'une certaine manière, eh bien, on peut savoir qu'elle a le corps, elle a ce truc, elle pourra rentrer dans la communauté. Et ce qui est particulier avec Esta, même en étant une enfant qui est censée être une enfant extérieure, fragilité, parce qu'il y a cette violence dans sa naissance, elle est un élément central de la communauté parce qu'elle est prêtresse du corps. Et c'est surtout parce que sa mère rentre chez elle. Oui. C'est-à-dire qu'il se passe, la mère de Esta, Jeannette, est donc violée par Pierre Le Gall. Ses parents, voyant qu'il y a cette violence avec le colon qui s'installe, il la marie. Pour la déplacer plus loin, pour la mettre en sécurité. Son mari va prendre Esta pour sa fille et l'élever, sauf qu'au moment de sa mort,
sa famille Il à ne lui. dit rien. Exactement. Lui, il ne dit rien sur cet enfant-là. On voit bien que ce n'est pas son enfant, mais il ne se prononce En fait, il ne pas. laisse pas de testament. Il ne laisse Il rien. ne dit pas de manière très claire, tout cela ce sont mes enfants, Voilà. on doit leur donner à part héritage. Et il aurait simplement dit de façon verbale, sa Ça famille aurait suffi. n'aurait pas eu d'autre Ça choix. aurait Il suffi. dirait. À partir du moment où il ne dit rien, on dit à Jeannette et à sa fille, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas ici, rentrez chez vous. Et ce retour de Esther dans sa famille est aussi important. Parce que ce que j'ai décrit dans ce livre, c'est les diverses transgressions qui vont se mettre en place. Exactement. À partir du moment où il y a une transgression dans la société, il faut réparer. Oui. Et ça va descendre au niveau de sa fille. Donc Esther, c'est un personnage qui est très fort, qui a subi la violence et qui devient un personnage central. Évidemment, il y a une histoire d'amour entre Esther et un autre personnage, qui est le personnage de Amos. Et Esther, donc là aussi c'est une espèce on va dire, d'amour impossible au début, parce que je vous dis, il y a aussi un peu d'Arlequin dedans quand même. Quand même, un peu de Barbara Cartland et tout. Donc, En fait, il y a d'amour. quand on parle d'amour, il dénigre. Non, c'est pas dénigré. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait souvent cet aveu malheureux. J'ai beaucoup lu de Barbara Cartland. C'est pas dit de le dire. Mais j'ai eu une sœur, ça explique. Donc il y a une espèce d'amour impossible entre Esther. Et ensuite, il y a aussi la génération d'après, Oui. Likak, la fille d'Esther. De par, en fait, sa maman, en ayant quelque part acheté sa liberté, elle a transgressé la communauté en voulant être libre, mais à un moment, il faut payer. Et le prix, c'est que Esther que Likak est promise à un clan, Voilà. en mariage à un clan. Et on vole la liberté de cette fille-là, qui évidemment, parce qu'il fallait quand même, elle est amoureuse. Elle a son amoureux avec qui ils se promettent, ils se regardent dans les yeux, énamourés, et qui se promettent monts et merveilles, et à qui on explique, l'amoureux, que ben non, la communauté prime. Et comme dans tout bon roman, l'amoureux dépité par la guerre. Comme dans tout bon roman. Et Likak, la violence qu'elle subit de devoir réparer la faute de la maman. Oui. C'est pas une. Enfin, la transgression. La faute par rapport à la communauté, je veux dire. fait, La communauté considère ça comme étant une faute. La communauté l'a accepté, donc ce n'est plus une faute. Oui. À partir du moment où la communauté a accepté cette transgression et qu'on en a fixé le prix, ça a été réparé. C'est-à-dire qu'on peut continuer d'exister avec ces gens-là. On a vu ce qui s'est passé, on l'a accepté, les autres ont accepté la réparation, donc on peut continuer d'exister, la faute n'existe plus. Mais la réparation doit avoir lieu, c'est une promesse. Likak, ça veut dire promesse en langue basse. Donc même le nom qui lui est donné, Parce qu'on sait c'est pour que personne là, n'oublie qu'elle est là pour réparer une transgression que la société a dû accepter. Et donc, quand elle tombe amoureuse, elle ne peut pas donc aller vers son amoureux. Elle est mariée à quelqu'un. Et là, elle va rentrer dans une vie de couple qui ne va pas être facile, ni pour elle, ni pour son mari. Et ce qui est très bien là, c'est que donc Likak va rentrer dans un couple, et là on est sur autre chose. Parce qu'on se dirait c'est un mariage arrangé ou un mariage forcé, la pauvre victime, la pauvre femme, elle est amoureuse, on lui fait épouser quelqu'un qu'elle ne voulait pas, mais en fait c'est pas du tout ça. Elle torture son mari. C'est exagéré. Elle le torture. Parce que le monsieur, lui aussi, c'est aussi c'est un mariage arrangé pour lui aussi. À lui, on lui dit, voilà ta femme, parce qu'il y avait eu des arrangements qui avaient été faits, et que toi, aujourd'hui, voilà ta femme. Et le monsieur, bien sûr qu'il est dans la violence à un moment, parce qu'il est, mais il fait tout son possible. Il passe sa vie à essayer de se faire aimer de sa femme. Il bascule dans la violence, mais il redevient doux agneau. Mais elle lui fait payer. Mais il ne fait rien. Justement. Elle est d'une froideur. En fait, elle le fait payer de par sa froideur. Toute sa vie, elle fait son rôle de femme. Pas plus, pas moins.
il faut faire à manger, elle fait à manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Elle le fait vivre dans une froideur. C'est la violence intime en fait, c'est la violence dans l'intimité Et du là, mariage. elle est dans elle est violente toute sa vie. C'est ça. Et lui, quelque part, lui aussi subit en fait, parce qu'il se retrouve dans quelque chose, parce que c'est l'histoire d'une génération, ils n'étaient pas là pendant Non, la il n'était promesse. pas là. Et lui, le pauvre, c'est quelqu'un d'assez frustré. Il n'a pas du tout la lecture, ni le moyen d'analyser la psychologie. Il n'a pas les clés pour comprendre cette femme. Il sent bien qu'il n'a qu'à lui faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle fait tout, elle ne le rejette pas, elle s'occupe de lui, mais il sent bien qu'elle n'est pas dans cette union-là avec lui. Elle n'est pas avec lui. Et ça le rend fou parce qu'il n'a pas les clés pour comprendre cette violence. Pourquoi il n'a pas la clé? Ça attend. Quand on vit avec une femme, on a quand même un système à trouver les possibilités. Oui, non, mais c'est... Mais oui, voilà. Mais là, quand on vit avec une femme, on voit qu'elle est puissante, la femme. Oui, oui. Et la mère, d'ailleurs, la mère dont on est même, elle le voit. Elle le dit à Esther. Elle dit, un homme peut mourir de l'indifférence haineuse de la personne. Parce qu'entre les mamans, la maman, parce que autant le gars il comprend pas ce qui lui arrive, autant sa mère à lui comprend. Elle voit et elle comprend ce que sa belle-fille est en train de lui faire. Et c'est très fort à ce niveau. Et c'est pas neutre. Toutes ces histoires dans l'histoire ne sont pas neutres parce que de toutes ces frustrations-là, de toutes ces déchirures-là, va découler la trahison, sur laquelle on ne reviendra pas, mais les trahisons viendront de tout ça. Et donc ça remonte. Et toutes ces blessures-là, qui sont sur 2-3 générations, vont aboutir au meurtre, enfin, oui, à l'assassinat de Podol, oui. Vont en tout cas à la déroute des maquisards. Là où j'aimerais bien te faire parler, c'est sur aussi l'autre violence subie par Christine Mangele. Oui. C'est... Donc il y a Amos Mangele qui est un ami très proche du guide, du Podol, de Ouminobe, et qui est un personnage charismatique, qui est un personnage très important dans le maquis. Et là aussi, il y a une histoire de... C'est-à-dire que Amos et Podol donc, se connaissent jeunes, ils vont dans un collège à l'époque, ils se connaissent à ce moment-là, et Amos a un coup de sang pour une jeune femme du village qui était là, qui rencontre, etc. Il y a une sorte une espèce de passion comme ça. Hormonal, comme ça, un truc qui n'arrive pas du tout à contrôler. Et donc, la jeune femme répond à ses avances. Après, il se lasse, parce qu'elle est beaucoup moins intéressante qu'il ne pensait, il se lasse d'elle. Sauf que quelques semaines plus tard, le père et la fille viennent voir le directeur du collège en disant « Ma fille est enceinte et elle est enceinte des œuvres de ce garçon. » Voilà. Il faut qu'il assume. Et il faut qu'il assume. Il assume, ça veut dire qu'il épouse. Il épouse, il est obligé, il est piégé, il ne sait plus quoi faire, il épouse, mais il n'a pas de sentiment pour elle, il n'aimera jamais comme elle le souhaite et comme elle le mérite. Et elle aussi, toute sa vie, ressassera la rancœur de cette... de ne pas avoir été aimé. De ce foyer manqué. Et il est lui aussi, il est très correct dans son foyer, un père correct, un homme correct, mais elle n'obtiendra jamais son amour. Elle n'obtiendra pas de lui ce qu'elle espère de lui. Il fait ce que la société l'oblige à faire pour sa famille, mais elle, dans leur vie intime, elle n'arrivera jamais à s'en faire aimer. Et évidemment, pour ne rien gâcher, c'est que Amos, il a un amour passionnel d'enfance avec Esther, qui est censée être l'espèce de prêtresse un peu bizarre. Et donc cette Christine, non seulement son mari ne lui accordera jamais l'amour qu'elle veut, mais en plus il accorde, et c'est évident, tout ça, il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. Mais ça, c'est ce qui concerne comme étant son honnêteté à lui, il ne fait pas l'hypocrite. Mais même la société fonctionne beaucoup comme ça. Il y a des amours secrètes, mais il y en a peu. C'est-à-dire que dans ces sociétés traditionnelles, des hommes entretiennent. Chez nous au Congo, tout le monde sait
il y a une maîtresse, tout le monde le sait. Voilà, c'est Tu ça. viens voir monsieur Untel, ah mais il faut aller la voir chez sa troisième femme. Voilà, c'est pas du tout. Faites au moins semblant. Deuxième bureau, deuxième Après, bureau. ce qui avait peut-être à cette époque-là et qui va se perdre aujourd'hui, ce qui se perd de plus en plus, c'est n'empêche que les hommes gardaient le respect de leur famille, officielle. Voilà. Et donc là, Esta, donc évidemment, il est amoureux de la femme qui est considérée comme étant une espèce de sorcière hors circuit. Donc pour Christine, elle est dans une frustration qui l'a conduit quasiment à la folie. Elle est dévote, hein, elle est très, Exactement. très religieuse. C'est une espèce de catholique intégriste Oui. qui pour elle, c'est en plus l'autre, c'est une prêtresse. Elle, c'est une espèce de catholique intégriste et son mari, entre les deux, elle est limite au bord de la folie. Oui. Elle est limite au bord de la folie. Et là aussi, c'est pas neutre, parce qu'évidemment, ça va jouer aussi à... Pour toutes sortes de raisons, parce qu'elle aussi, Christine a une enfance un petit peu difficile. Exactement, juste 2 mots là-dessus. Parce que parce que la Christine, une espèce de psychopathe gâteau, elle n'est pas comme ça pour rien. Non. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ce qui est important, c'est que même les personnages extrêmes, Emily rentrent dans l'explication parce qu'ils ne sont pas devenus extrêmes pour rien. Donc, mais c'est ça qui est génial, moi je trouve, avec le roman, parce que finalement, chaque vie est un roman. Quand on rentre dans la vie de chacun de nous, voilà, c'est des personnages grecs où ça devient immense. Chaque fil va déclencher quelque chose. Tout est question d'amour, de frustration, d'élan, de désir, d'ambition et tout ça. C'est éminemment humain. C'est la chair dont est faite cette histoire. Moi, je décris la chair. Et ce qui est... Bon, évidemment, on sait comment ça se termine, a priori. C'est un roman d'histoire. A priori, on sait que le type va mourir. Et la performance, c'est de quand même garder le suspense jusqu'au bout, de se dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer et autres. Et par contre, sur un point, je ne sais pas si je devrais le dire, si je ne fais pas trop de... si je ne spoil pas trop... Oui, c'est ça. Exactement. Sans trop en dire, est-ce que le podol, parce que le podol il meurt, c'est évident. Oui. Il fait bon, dans ta version, il fait le choix du sacrifice. Oui. Il fait le choix du sacrifice. Est-ce que justement, quelque part, tu n'as pas un peu, comment dire, le podol c'est une espèce de personnage mythique comme ça, qui a été un grand leader, qui a réussi des choses, mais sur la fin, tu montres qu'il s'est foiré. Nous sommes dans le crépuscule d'un chef. Il n'y est pas arrivé. Il le sait. Il n'y est pas arrivé, c'est pas simplement, il n'a pas fait le bon choix. Non, mais il n'a pas fait le choix de la bonne c'est-à-dire que personne. le pays n'a pas fait le bon choix. Le pays tout, c'est très métaphorique finalement. Le pays tout entier n'a pas fait le bon choix. Et il le sait, il se rend compte. Et même il a fait le bon choix quand il dit dites que il part vers son sacrifice. Oui, je suis d'accord, mais l'homme à qui il donne une espèce d'héritage, Oui. c'est comme si aujourd'hui, toute ta vie, tu dis, c'est toi qui seras mon héritier, et tu te trompes. Il y a plein de dynasties qui sont morts comme ça, parce qu'on donne la suite à quelqu'un qui n'a pas les épaules. Est-ce qu'il n'avait pas les épaules? Je ne sais pas. Parce que là aussi, le rôle de l'État est important. A-t-elle transmis les messages? On ne Oui. sait pas. On ne sait pas. A-t-elle transmis les messages? Parce que quand il revient, quand que Moulay revient, elle ne lui dit pas, voilà l'héritage qu'on m'a demandé de te transmettre. Elle lui dit, barrons-nous. Allons vivre notre Voilà. vie, abandonnons ce Cameroun qui ne veut pas de nous. Voilà, on on prend notre enfant. a assez payé, on a payé cher, on a tout perdu. Tout le monde est mort. Ma mère est morte, Podol est mort, les villages sont Allons refaire notre vie ailleurs. On a tout donné. Allons faire notre... Elle ne transmet pas le message. C'est ça l'héritage quand on n'est plus là pour vérifier que les choses vont bien. La transmission. Voilà, les choses ont bien été transmises comme il fallait. À la fin de la journée, chacun prend la décision pour lui-même. Est-ce que l'ICAP transmet le message? Je m'en rappelle plus. Non. On n'a rien vu. C'est foisonnant quand vous voyez les personnages ici, hein, les liens, les machins et tout. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est vraiment foisonnant.
pas garder la main tout le temps. Si vous avez des choses à dire ou des interventions, évidemment, n'hésitez pas. Moi, tout ce que je peux en dire, honnêtement, j'ai appris l'histoire du Cameroun, évidemment, hein, parce que c'est très intéressant, la partie du PC et autres. Depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de me dire, il faut quand même que j'arrive à trouver des bémols, et j'y arrive pas. Donc, pourquoi tu décris beaucoup de choses? Oui, ce qui est important, ce que je décris aussi, toi qui as parlé des scriptis, c'est la forêt. Oui. Le lieu, l'environnement. Où tout ça se passe, parce que je choisis une unité de lieu qui est la forêt Bassa, et qui va être soit accueillante, soit agressive, soit sombre, soit douce, en fonction des émotions des personnages qui la traversent. Elle est accueillante pour Bonol, mais après elle devient prison. Pour l'ICAC et Boulé, quand ils sont dans la histoire d'amour, elle est totalement en adéquation avec leurs sentiments, puis elle devient extrêmement agressive quand on lui doit s'en aller. Elle n'accepte jamais quelqu'un comme Pierre le Gaz. Pour lui, cette forêt, c'est une malédiction, il la déteste, il n'a qu'une envie, c'est de l'éradiquer. Voilà, c'est aussi un personnage à part entière, la forêt. Eva? J'ai plusieurs questions en fait. Le maquis, c'est quoi en fait? Et deuxième question, est-ce que ce roman fait penser à l'autre moitié du Soleil de Chimamanda avec la guerre du Biafra? Et mieux. Je suis mieux. Mais vas-y, continue tes questions. Et la troisième question, c'est est-ce que vous êtes d'origine Bassa? Non, je réponds à la dernière question. Je commence par la dernière question. Je ne suis pas d'origine Bassa. Maintenant, je reviens à la première question. Le maquis, qu'est-ce que c'est? En fait, le maquis, c'est la forêt. Et à une certaine époque, ici, je reviens un peu sur la configuration politique. L'UPC, malgré le fait qu'il était extrêmement... C'était le parti le plus organisé et le plus, où il y avait le plus d'adhérents dans ce Cameroun-là, l'UPC n'a jamais gagné une seule élection. Ils n'ont pas gagné une seule élection parce que le pouvoir central truquait la totalité des élections. Donc ce que l'UPC va faire, c'est qu'ils vont, ce qu'ils auraient dû faire avant, ils espéraient passer eux-mêmes. Ça n'a jamais été le cas. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner des consignes de vote pour une autre personne, un autre leader local qui est moins ostracisé par l'administration locale. Et sans que personne n'ait rien de venir, ce leader noir local sera élu à la place du délégué, du député blanc qui était là depuis le départ. Donc ça va être comme... D'abord, ça va être une sorte de révélation éclatante du pouvoir de l'UPC, mais les autres aussi vont en prendre leçon. Donc, le combat va devenir armé, les exactions vont se mettre en place, l'UPC va être interdit et tous les leaders vont être pourchassés. Ils vont donc se retirer dans la forêt. Ils vont quitter les villes, etc. Ils vont arrêter de communiquer entre eux. Ils vont se retirer dans la forêt pour se protéger et pour continuer le combat. Et ce retrait dans la forêt, le maquis donc, va durer 3 ans. Pendant ces 3 années, les populations vont vivre un enfer. Les villages vont être tous déplacés pour isoler les maquisards dans la forêt. Ils vont être tous déplacés, il va y avoir des camps de concentration qui vont appeler des camps de pacification dans lesquels on va en faire. Donc ça va être une horreur monumentale pendant ces 3 années-là, jusqu'à ce que Ruben Ntobé soit assassiné. Et c'est pour ça que je fais le choix de dire que c'est un sacrifice. Il est allé vers la mort. Parce qu'aujourd'hui, on sait tout ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas ignorer l'extrême violence dans laquelle il faisait, par ce combat-là, dans lequel il faisait vivre les populations. Et la deuxième question à propos de Chimamanda. À propos de Chimamanda, hors contre le fait d'essayer de raconter l'histoire à travers une fiction, c'est un choix particulier. Personnel, hein. Moi j'adore Chimamanda, j'ai adoré l'Hibiscus pourpre, il est magnifique, il est magique. L'autre m'a dit sur les bien, je trouve un peu moins bien que l'Hibiscus pourpre. Et dans la densité du propos, de ce que ça m'a appris, moi je préfère celui-là. Ça ne veut pas dire que l'autre magie du soleil ne soit pas un super bouquin, hein. C'est un super livre.
Mais c'est un. Le roman est tellement de subjectivité. Autre chose? À elle de se faire sa propre opinion. Vous lisez les deux et puis vous tirez une autre conclusion. Non, en fait, je ne disais pas ça pour comparer, c'était juste pour savoir si c'était en fait des personnes externes pouvaient arriver à parler d'une guerre sans l'avoir vécue, mais en s'inspirant de ce qu'on leur a raconté. C'était en fait. Là, pour le coup, on ne lui a pas raconté, hein. Elle s'est documentée. Oui, mais ce que vous dites est extrêmement intéressant parce que moi j'ai rencontré au Cameroun des messieurs d'un certain âge qui me disent mais tu n'as pas du tout vécu cette histoire, comment peux-tu la raconter? Et il y a un homme qui est venu chez mes parents. Il a débarqué chez mes parents au Cameroun, mes parents vivent au Cameroun, il était 20h30, hein, avec le livre en main. Évidemment, si vous débarquez chez mes parents, quelle que soit l'heure et que vous avez le livre, c'est, voilà, à mon avis, vous allez quand même entrer et boire une bière. Il y a des chances. Et ce monsieur, il avait reçu le livre qui avait été mis en vente au Cameroun, il a acheté, il l'a lu, et il s'est dit, mais boum, c'est qui? Il croyait que j'étais une fille Bassa. On lui a dit, non, c'est pas une de chez nous, elle est pas, voilà. Et il a dit, alors, il a cherché mes parents. C'est un vieux monsieur, 70 ans, 72 ans. Il n'est pas sur Internet et tout ça. Il ne sait pas comment me joindre. Facebook, c'est pas son truc. Il a cherché mes parents. Il est arrivé chez mon père le soir en disant, vraiment, je m'excuse. Est-ce que vous êtes le père de cette personne? Je voudrais entrer en contact avec elle. Et donc, mes parents m'en ont parlé. J'ai dit évidemment qu'il fallait donner mes coordonnées. Il m'a appelé chez moi dans un état d'émotion extrêmement... Enfin, ça m'a beaucoup touché ce que je raconte là. Et il m'a dit, je pensais que j'allais vivre toute ma vie sans que l'histoire de ma famille ne soit racontée. Pourtant, il m'a dit, mais qui t'a dit ça? Qui t'a raconté ça? D'où tu tiens ce que tu as dit dans ce livre? Parce que tu as raconté une autre histoire, tu as raconté comme si tu étais là. Et moi, j'ai fait le choix de n'interroger personne. J'ai fait le choix de faire confiance à mon imaginaire pour écrire cette histoire. Parce que nous portons en nous, cette génération-ci, quel que soit l'endroit du monde d'où nous venons, nous portons en nous la violence des guerres. Une génération ou des générations avant, nous avons tous vécu, nos parents ou nos grands-parents, que nous venons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont vécu cette violence et elle est inscrite en nous. J'ai pensé que je pouvais faire confiance à mon imaginaire pour raconter ça. Et la manière dont elle est reçue, à la fois ça m'oblige à énormément d'humilité. Je sais que, voilà, je suis un passeur, j'ai passé quelque chose, je ne l'ai pas vécu, ça m'oblige à énormément d'humilité, mais je suis aussi consciente que quelque chose est passé. Voilà. Autre chose? Bon, il est 6 heures, il va être temps de libérer nos hôtes. Honnêtement, moi personnellement, je ne pas Sidémé, on n'a pas le temps de parler, mais allez sur YouTube, on a eu une rencontre avec Aimé autour de Sidémé